Le château du Coudray-Salbar s'élève dans l'actuel département des Deux-Sèvres. Il est situé sur la rive droite de la Sèvre niortaise, à un peu plus de 10 km au nord de Niort. Ce château, peu connu du grand public, est contemporain de celui de Coucy, sans pour autant posséder son ampleur. Il est néanmoins considéré comme l'un des plus intéressants châteaux de cette époque, du fait de son architecture singulière et bien conservée. Le château fut probablement construit dans les années 1210-1230 par le seigneur de Parthenay, un féodal du Poitou. Ce seigneur possédait alors un territoire d'environ 1000 km², peuplé au mieux de 30 000 habitants. Il contrôlait 8 forteresses. Celle du Coudray-Salbar était l'une des plus puissantes. Elle surveillait les rives et la navigation sur la Sèvre niortaise et constituait une base idéale pour lancer des attaques sur Niort. Elle inquiétait aussi les seigneurs voisins. Mais l'histoire du château fut surtout liée au conflit opposant les Anglais aux Français pour le contrôle du Poitou et plus largement de tout le sud-ouest de la France. Les seigneurs de Parthenay étaient alors alliés aux Anglais et recevaient de fortes sommes d'argent pour fortifier leur domaine. Le château du Coudray-Salbar devait être un verrou face à l'expansion française. Sans le concours financier du roi d'Angleterre, il n'aurait jamais pu être édifié avec de telles proportions. Le seigneur de Parthenay, comme beaucoup d'autres, est vassal du comte du Poitou, également roi d'Angleterre. Mais le comte du Poitou est théoriquement vassal du roi de France. Du coup, le seigneur de Parthenay est vassal directement ou indirectement de chacun des deux camps et quoi qu'il fasse, est un félon, un traître. Il va finalement se rallier au plus fort, le roi de France Saint-Louis, sans prendre le risque d'une résistance coûteuse et aléatoire. Coudray-Salbar n'a donc jamais été assiégé. Seule l'enceinte de la haute cour est encore existante. De la basse cour et des bâtiments de la haute cour ne subsiste qu'une partie des fondations. Aucune fouille méthodique n'y a jamais été menée. La reconstitution présentée ici s'appuie donc principalement sur les seuls vestiges en place, les habitudes architecturales de l'époque et sur un texte du XVe siècle nommé La Prisée. Il est disponible dans la partie DVD-ROM. Le château s'inscrit dans un rectangle de 120 par 70 mètres. Il occupe un éperon dominant la Sèvre. L'édifice est découpé en deux espaces très classiques, la basse-cour et la haute-cour. Le texte de la Prisée nous décrit assez précisément la disposition de la basse-cour. L'entrée est soignée. À l'extérieur se trouve une porterie qui permet de filtrer le plus en amont possible l'accès au château. Le but est bien sûr de prévenir les attaques surprises. On franchit ensuite une porte avec un pont-levis. Cette porte ouvre sur une barbacane qui permet de balayer tous les environs. Une deuxième porte permet d'accéder dans la basse-cour elle-même. 2 tours gardent l'entrée, mais le reste de l'enceinte n'est constitué que de 2 longs murs assez bas dépourvus de tours. L'intérieur de la basse-cour est occupé par un certain nombre de bâtiments. Une assez vaste chapelle, une maison, des écuries et un four. Le texte parle même d'autres bâtisses légères qui étaient en ruine au XVe siècle. On pense que les bâtiments sont appuyés contre les murailles. La principale motivation de cette disposition est défensive. Un guetteur n'a ainsi, depuis l'enceinte principale, qu'un minimum d'angle mort et peut savoir ce qui se passe dans la basse-cour. La haute cour reste mal connue. Le château du Coudray-Salbar n'étant pas le centre d'une seigneurie,
Son propriétaire n'y réside sans doute pas régulièrement. Nous y trouvons cependant probablement un corps de logis. Notons que les tours du château ne sont guère habitables et qu'en cas de siège, les défenseurs auraient dû se contenter de ces logis. Le texte de la Prisée cite 2 ensembles de logis. L'un, au nord, est à un seul niveau et comporte 3 pièces. Il loge peut-être la garnison. Le château a abrité jusqu'au XVIe siècle une garnison permanente, même en temps de paix. Il fallait éviter que le château ne tombe aux mains de brigands qu'il aurait été difficile de déloger. L'autre logis, appelé hôtel, possède 2 niveaux et abrite un cellier, un puits et une chambre dite double. On peut penser que cet hôtel est le logis seigneurial composé de l'ensemble castral classique. Aula, camera, capella. Dans cette hypothèse, la camera, chambre seigneuriale, se trouve dans la belle salle de la grosse tour. L'aula, la salle d'apparat, se trouve à l'étage du bâtiment. La capella, ou chapelle seigneuriale, est pour sa part située dans la tour Saint-Michel, seule tour à porter un nom à connotation religieuse. Mais c'est l'enceinte de la haute cour qui est de loin la plus intéressante. Elle n'a pas été conçue d'un seul jet, mais est le résultat de plusieurs changements de partie. Au départ, un château beaucoup plus modeste avait été prévu. Nous avons ainsi des pans de murs et des tours sans fonction déterminée au milieu de la haute cour. Ce château, dont on ne retrouve aujourd'hui que les fondations, décrit une enceinte trapézoïdale d'à peine plus de 300 mètres carrés, flanquée de 6 tours ou demi-tours. Il n'est pas certain que l'intégralité du projet primitif ait été menée à son terme. On décide alors de presque quintupler la surface de l'enceinte. Des tours plus grosses sont mises en chantier. La tour Saint-Michel, dont le premier niveau date sans doute de la petite forteresse primitive, est probablement la plus ancienne. C'est aussi la plus fine et la plus faible. Vient ensuite la partie la plus mince de la tour double. C'est un édifice au plan en amande, dont le bec devait dévier les boulets des machines de siège. Ce plan est peu fréquent et se retrouve notamment à Loches. Peu après sa construction, la tour, sans doute jugée trop fine, sera épaissie sur les 2 tiers de sa hauteur. Le dernier niveau de la tour n'est pas une plateforme, mais un étage couvert d'un toit et muni d'étroites archères. Ce plan ne sera pas reproduit sur les autres tours, car cet étage presque aveugle ne présente presque aucun intérêt pour la défense. Les 4 autres tours épousent un plan radicalement différent. Elles n'ont pas de toit et sont entièrement maçonnées comme le donjon de Coucy. Leur plateforme est conçue pour recevoir des hourres, du moins si l'on en croit les quelques corbeaux encore en place. Toutefois, ces tours n'ont rien d'homogène et sont d'une conception hésitante. Dans la tour du Moulin, seule tour où le premier niveau a le même plan que le second niveau, les archères se superposent. Il existe ainsi des angles morts qui auraient pu facilement être réduits en décalant de 45 degrés les archères de l'un des étages. La grosse tour, à l'angle sud-est, possède un plan en amande similaire à celui de la tour double. C'est la tour maîtresse d'un château qui ne comporte pas de donjon. Toutefois, cette tour et les tours de Bois-Berthier et du Moulin sont conçues pour pouvoir être isolées par 1 ou 2 portes défendables depuis leur plateforme. La plupart des archères du château sont en croix et à étrier.
La partie horizontale de la croix sert à la visée et l'étrier permet d'ouvrir l'angle de tir vers le bas. Les archères sont souvent précédées d'une niche qui permet au tireur de s'avancer. La tour du portal abrite l'entrée de la haute cour. Il s'agit d'une tour-porte dont le modèle est peu répandu. Elle ne dispose pas de herse. Son couloir n'a qu'une seule porte, mais elle est équipée de l'un des plus anciens ponts-levis préservés. Le pont-levis pallie l'inconvénient majeur des ponts démontables, la lenteur de leur mise en action. Château-Gaillard, bâti en 1196, dispose déjà d'un pont-levis actionné par une corde, mais les mécanismes de l'époque restent mal connus. Au Coudray-Salbar, une corde attachée au tablier du pont passe dans une poulie et est actionnée sans doute avec un treuil depuis l'étage de la tour. Il n'est pas certain que dès cette époque, il y ait eu un contrepoids. Mais ce dispositif très simple permet de réduire le personnel nécessaire à la manœuvre de 4 à 2 personnes. La recherche de la rapidité de manœuvre se poursuit avec le pont-levis à flèche, inventé au XIVe siècle. Il est parfaitement équilibré et est facile à manœuvrer. Il apparaît tellement satisfaisant qu'il remplace la plupart des autres systèmes. La grande particularité du château réside dans les murs d'enceinte eux-mêmes. En effet, ces murs de près de 4 mètres d'épaisseur cachent un couloir intérieur, une gaine qui fait le tour de l'enceinte. Cette gaine dessert certaines tours et en traverse d'autres, à l'exception de la grosse tour. Elle dessert aussi le chemin de ronde de l'enceinte par l'intermédiaire d'étroits escaliers. La gaine est coupée au niveau des tours par des portes barrées. Les portes barrées sont caractéristiques du XIIIe siècle. La porte peut être bloquée efficacement par un madrier qui coulisse dans le mur, mais il n'y a qu'un sens de fermeture. On peut penser que la gaine affaiblit la muraille, mais elle est placée trop haut pour pouvoir être sapée et trop bas pour être attaquée avec des machines de siège. Bien sûr, face à un canon qui pratique le tir tendu, elle devient extrêmement vulnérable. La gaine semble avoir été construite à la fin du chantier. Elle est équipée de quelques archères, mais son rôle semble surtout de faciliter la circulation dans le château. D'ailleurs, le chemin de ronde est conçu de manière similaire. Il est continu et n'est pas interrompu par les tours, sauf encore une fois par la grosse tour. Le chemin de ronde était peut-être à l'origine équipé de hourres, comme ici sur le front est. Il est admis que les escaliers à vis tournant sur la droite sont plus faciles à défendre. Un assaillant le gravissant et tenant toujours l'épée de la main droite est en effet gêné par le noyau central, d'où la généralisation quasi absolue de ce plan. Mais au Coudray-Salbar, les vis tournent toutes sur la gauche. Cette singularité reste pour l'instant sans explication. L'enceinte principale est équipée de 3 poternes qui nécessitent des échelles pour être utilisées. Les poternes permettent aux défenseurs de pouvoir faire des sorties discrètes pour attaquer l'ennemi, se ravitailler ou envoyer des messagers. Celle du front oriental, bien camouflée au fond du fossé, pouvait s'avérer particulièrement utile pour saboter les dispositifs d'assaut des assaillants. Les débouchés internes des poternes font l'objet d'une surveillance attentive. C'est effectivement le front oriental, celui de la base de l'éperon, qui est le plus vulnérable. Les autres fronts dominent les environs. Ils disposent d'un talus haut d'une dizaine de mètres, suivi d'un fossé, certes peu profond, mais qui bute sur le rocher spécialement taillé à la verticale.
Ce dernier porte 4 à 6 mètres plus haut la base des murailles. Aujourd'hui, les alentours du château sont très boisés, mais à l'époque de sa construction, ce n'était pas le cas. Un bois aurait en effet dangereusement masqué l'approche de l'ennemi. Sur le front oriental, les murailles culminent à 24 mètres au-dessus du fossé, mais ne surplombent que de 11 mètres le plateau d'où s'extrait l'éperon. C'est là que l'assaillant aurait pu installer ses machines de siège. Cela explique la présence des tours en amande et du second fossé devant le premier. Bien sûr, multiplier les obstacles ne fait que retarder l'inévitable face-à-face contre une grande armée résolue, comme l'a prouvé la prise de Château-Gaillard en 1203-1204. Vers 1240, la guerre prend fin dans le Poitou et consacre la victoire du roi de France. Coudray-Salbart perd alors son importance militaire. Il est de plus excentré au sein de la seigneurie de Parthenay et ne remplit qu'un modeste rôle administratif. Le château n'est pas modernisé et tombe peu à peu dans l'oubli. Au XVe siècle, il est déjà partiellement ruiné et perd sa garnison au XVIe, provoquant son abandon total. Pendant 4 siècles, les intempéries, les caries et la végétation vont attaquer ses tours et ronger ses murs. Classé tardivement en 1952, le château est de nouveau entretenu, consolidé et animé à partir de 1978 par des bénévoles particulièrement dynamiques. Un programme de fouilles, de restauration et de mise en valeur est prévu pour la décennie à venir. Ce fier château reçoit enfin les soins qu'il mérite.